Merci d'être avec nous ce soir. Merci Régis aussi pour, non seulement pour ce soir, bien sûr, cette invitation, mais aussi pour toi aussi, toute ton implication, je dirais, de coordination souple des espaces éthiques régionaux et au niveau du CCNE pour m'aider, nous aider à mener en effet cette aventure passionnante mais complexe que sont l'organisation des États généraux. Alors, je m'appelle Jean-François Elfrécy, je suis médecin, je suis président du CCNE depuis janvier 2017, donc c'est relativement récent. J'étais jusqu'à maintenant un spécialiste des virus un peu émergents, le sida, Ebola, Zika, enfin toutes ces maladies un peu bizarres, donc pas spécialement un spécialiste de l'éthique, bien que, évidemment, toujours de ma carrière médicale, se soit posé toute une série de questions d'éthique médicale, si je peux dire, qui se sont posées, et qui m'ont amené aussi à finalement avoir un regard un peu nouveau sur la médecine, en particulier sur le fait qu'une démocratie sanitaire, et donc finalement une médecine, je dirais, avec une vision un peu nouvelle, se construisait avec les patients eux-mêmes et avec les associations. Et donc, quand j'ai pris la tête du CCNE, j'ai considéré que l'exercice d'ouvrir les réflexions éthiques, de les sortir uniquement du débat d'experts, et de les mettre aussi sur un débat avec le grand public et avec les différentes associations de patients, ou pas forcément de patients d'ailleurs, et bien sûr avec les scientifiques, je suis fondamentalement un scientifique, était quelque chose de totalement essentiel. Et là, voilà, j'ai été plus que gâté, puisque quand on m'avait confié la tête du CCNE, on ne m'avait pas tout à fait dit qu'il y avait les états généraux de la bioéthique à monter. Bon. Plus exactement, je ne m'en étais pas vraiment aperçu, et donc il a fallu se réveiller à partir de l'été 2017 pour construire ce qu'on va vous raconter maintenant. Alors, les états... Non. Oui, je vais faire plus loin, c'est la suivante. Oui, voilà. Avant que j'oublie, le thème global de ces états généraux, et c'est ça qui doit guider notre réflexion, nos questions, et ce que nous allons faire ce soir, c'est quel monde voulons-nous pour demain? Parce qu'en effet, à partir de l'innovation scientifique, et de la science qui avance et qu'il faut laisser avancer, même si à certains moments on n'est pas obligé d'accepter en permanence, je dirais, le diktat de la science, mais quand même globalement la science est source de progrès. Eh bien, c'est cette science qui avance, elle nous pousse à nous interroger sur ensuite, quand elle est mise à la disponibilité de questions sociétales, elle nous pousse à nous interroger sur quel monde, quelles utilisations de cette science nous voulons pour vous. Et ça va nous interroger tout au long de cette soirée. Deuxième point que je ne voudrais pas oublier, tout ce que vous voulez savoir, que je n'aurais pas dit, que je n'aurais pas raconté, vous l'avez sur le site web, et je vous incite à aller et à vous mettre et poser des questions et tenter d'y répondre à certains moments sur les états généraux de la bioéthique. C'est important parce que c'est un des outils, je vais vous le rappeler, qui nous sert pour recueillir de l'information. Donc, n'hésitez pas. Vous trouverez à la fois de l'information sur les grandes questions et puis vous pourrez vous exprimer. Alors, la France a une particularité, c'est que tous les 7 ou 8 ans, il y a une révision de la loi de bioéthique. C'est quelque chose d'assez particulier à la France, parce qu'il y a des tas de pays qui ne font pas de révision de loi, qui ne passent d'ailleurs même pas par la loi, ou qui font quelque chose qui est beaucoup plus en continu, et pas avec un rendez-vous tous les 7 ou 8 ans. Moi, quand je suis arrivé, j'étais avec un point d'interrogation, parce que le taux de renouvellement des connaissances dans le biomédical, 50% de renouvellement des connaissances se fait en 3,8 ans. Vous vous rendez compte? 50%. C'est-à-dire qu'on a une explosion
de la science et des connaissances nouvelles dans cet aspect du biomédical. Tout le monde le reconnaît, en disant que c'est probablement, y compris dans les modèles industriels, la nouvelle industrie de demain, il y a toute une réflexion autour de ça. Alors quand on voit ça, on se dit que 3,8 ans, 50% de renouvellement des connaissances, pour 7 ou 8 ans paraît déjà un peu dépassé. Et puis inversement, c'est un temps assez précieux, où tous les 7 ou 8 ans, c'est une rencontre entre, d'une part, les médecins et les chercheurs qui sollicitent, qui ont des questions à poser, qui souhaitent avancer, qui souhaitent poser un certain nombre de nouvelles questions, entre le grand public, et c'est bien là l'objet des états généraux, et puis aussi le politique. Et très clairement, on a tous conscience que la bioéthique n'est quand même pas la priorité du politique, pour de multiples raisons, même si certains sujets de bioéthique sont éminemment politiques. On aura l'occasion probablement de discuter tout à l'heure. Mais donc ça veut dire que le politique, tous les 7 ou 8 ans, est obligé à un moment donné de se retrouver sur une discussion générale autour de grandes questions sociétales. Et on voit bien, et c'est probablement l'enjeu de cette révision de la loi de 2018-2019, on est à un moment assez clé où on a une explosion de connaissances dans différents domaines, et on les explorera très rapidement ensemble tout à l'heure, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis, quand même, la notion que, voilà, il y a une méfiance à la fois vis-à-vis des politiques qui existe, que vous avez, que j'ai un peu aussi. Une méfiance qui commence à s'installer vis-à-vis des médecins eux-mêmes, dans la relation médecin-patient, il y a un vrai questionnement qui est en train de se poser. On le voit, le débat sur la vaccinologie, mais sur d'autres domaines également. Et donc c'est un moment à ne pas rater, parce que c'est un moment de partage d'informations, c'est un moment de partage d'idées, d'arguments, qui est un moment précieux à ne pas rater. Donc vous voyez, j'étais au départ en disant, bon, voilà, c'est tous les 7 et 8 ans, il faut le faire, on va le faire. Et puis, comme toujours, quand on rentre dans un domaine, après on se laisse prendre aussi un peu au jeu de ce domaine. Mais je reste persuadé que c'est un moment très très précieux, qui est un moment, comme tu l'as très bien dit, Régis, voilà, une tentative de démocratie sanitaire qui peut un peu s'installer. Alors, il y a deux temps. Il y a un premier temps qui sont les états généraux, et il y a un deuxième temps qui est la construction de la loi. Les états généraux, c'est sous l'impulsion, l'égide du Comité consultatif national d'éthique. C'est-à-dire, c'est en dehors du politique. Même si, évidemment, on discute, puisque c'est logique sur une série de questions, et il y a des contacts qui sont pris. Mais c'est en dehors, c'est sous notre responsabilité. Et je pense, alors c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est dans la loi de 2009-2011, qu'à la fin de cette loi, avant qu'elle soit votée, les chambres, le législateur a souhaité confier au CCNE, donc une instance autonome, indépendante, eh bien la responsabilité des États généraux. Et je pense que c'était parce que, pourquoi il y a eu ça? Pour deux raisons. La première, c'est parce que la loi précédente avait été portée directement par le ministère de la Santé, et il y a eu un certain nombre de critiques en disant ce qui a porté la loi et ce qui s'est occupé du débat public, c'est l'instance elle-même, le ministère, qui était lui-même impliqué dans la construction de la loi, donc il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, si je peux dire. Et puis, deuxièmement, en créant finalement confiance à une structure indépendante, on sert, j'en ai bien conscience aussi, un peu de fusible. Si ça marche, les États généraux, ben, ce sera très bien pour le CCNE. Si ça ne marche pas, le politique pourra dire c'est pas nous, c'était l'autre. Bon. Donc il y a aussi cette notion. Donc vous voyez qu'on a vraiment besoin de vous tous pour que ça marche. Donc allez sur le site web. Là je compte vraiment sur vous pour que vous alliez sur le site web. Et que vous exprimiez, que vous en parliez autour de vous. En disant voilà, on a entendu, ça t'intéresse, va donc voir sur le site web c'est le type d'information qu'il peut y avoir. Donc, première étape, les États généraux, on les a lancés le 18 janvier, et ils se terminent dans un délai relativement rapide, puisqu'on doit, je vais vous expliquer comment, boucler ces États généraux pour début juin, avec
une séance de remise de fin des États généraux qui aura lieu fin juin, probablement en présence du président de la République, qui dira voilà, j'écoute ce qui est sorti de ces États généraux et on verra quels outils de ces États généraux, et on démarre finalement l'ouverture de la loi, et la loi sera portée alors, par le ministère de la Santé, en l'interministériel, différents ministères, et puis se construira et passera dans différentes chambres entre l'automne et probablement le printemps, et on part pour une fin de loi de la bioéthique qui devrait être disponible pour le mois de mars ou 2019. On est dans une ambiance Macron, c'est-à-dire les choses vont vite, hein, entre guillemets, peut-être trop vite un peu, mais bon, inversement, moi je me dis que c'est aussi, voilà, il y a un temps fort et sur lequel il doit y avoir une réflexion et une série de mouvements qui doivent se faire. La loi précédente avait duré 2 ans et demi, c'était probablement un peu trop. Là, on est probablement un peu dans un délai un peu rapide, mais après tout, ça permet aussi à chacun de s'exprimer dans ce délai-là. Alors, les États généraux eux-mêmes, la première partie, donc, qui est sous notre responsabilité, elle comprend différents outils, c'est-à-dire comment tenter cette opération extrêmement difficile, de parler de sujets très complexes parce qu'ils sont scientifiquement complexes, la génomique, l'intelligence artificielle, les progrès en neurosciences, complexes parce qu'ils sont sociétalement complexes, comme par exemple les enjeux sur la procréation, la PMA, ou sur la fin de vie, on est tous concernés à l'idée de l'hiver. Et ça, c'est comment on arrive à animer finalement un débat citoyen autour de ça. Et quels outils finalement pour toucher un débat citoyen, alors qu'il y a plein d'autres sollicitations et plein d'autres éléments qui font que, voilà, en plus, c'est pas l'enjeu personnel d'un chacun d'aller sur ces questions dans un premier temps. Alors on a 4 outils pour ça. Un premier outil qui est un site web sur lequel j'ai déjà insisté, parce que je pense qu'il vous permet à tous, voilà, d'y aller comme vous voulez, au moment où vous voulez, d'y revenir, d'en sortir, voilà. Et puis surtout de pouvoir déposer ce que, d'obtenir un certain nombre d'informations, et de déposer à la fois à titre personnel, mais aussi pour les associations, pour les chercheurs, d'aller déposer un certain nombre d'informations, et qui permet aussi d'avoir un agenda des différentes manifestations qui sont en train de se produire. Ça, c'est un premier point. Donc c'est un site web dédié, il est dédié aux États généraux, ce n'est pas le site web du CCNE. Le CCNE s'efface durant cette période, on est dans une phase d'organisation, de neutralité, ce n'est pas notre position de CCNE. Et ce site web, donc, tourne, voilà, il est actif, et une fois de plus, je vous conseille d'y aller, de conseiller à vos proches d'y aller. Le deuxième élément a été de monter, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, une série de débats en région s'appuyant sur les espaces éthiques régionaux. Les espaces éthiques régionaux n'existaient pas, ou du moins commençaient, voilà, sous une forme un peu moins officielle durant la loi de 2009-2011. Ils existent depuis cette période, donc dans chaque région, regroupés au niveau des grandes régions, et donc dans leur fonction, c'est aussi d'avoir cette fonction d'animation du débat public sur les questions de bioéthique. Et donc on a fait le pari avec Régis, puisqu'on l'a construit ensemble, eh bien de proposer à chacun des espaces éthiques régionaux d'être un acteur en mettant en place au niveau de chaque région une série de débats à partir d'un périmètre des espaces éthiques, de la réflexion qu'on avait mis en place sur les États généraux, et de choisir, alors selon à la fois, parce qu'il y avait des thématiques qui existaient déjà au niveau de tel ou tel espace éthique, parce qu'il y avait telle animation qui avait déjà eu lieu sur telle ou telle grande thématique, et c'est dire que toutes les thématiques ne sont pas représentées dans chacun des espaces éthiques régionaux. Bon, et c'est une des critiques qui est faite. Et c'est vrai, et la critique, elle a raison. Pourquoi? Parce que, vous imaginez, c'est quelque chose de très lourd quand même à monter. Hein. C'est pour ça que, finalement, aucun des outils que je vais vous décrire n'est satisfaisant en soi. Chacun de ces outils peut être critiqué. Hein, et il sera critiqué.
Ce qu'on propose, c'est que c'est l'ensemble de ces outils qui vient s'additionner, qui vient se conforter et qui présente quelque chose de relativement cohérent. Donc, c'est ce qui s'est monté en région. On a encore on a essayé de construire avec les espaces éthiques régionaux de façon à voir que, je veux dire, tous les grands sujets étaient à peu près portés. Globalement, il y a un tiers des débats qui a lieu sur 2 sujets qui sont autour de la fin de vie, comme ça, et autour des problèmes de procréation au niveau sociétal et non pas au niveau technique, hein, donc PMA, GPA et ce type de discussion. Et puis il y a 2 tiers, c'est ça qui est intéressant, qui portent sur les autres sujets, donc du périmètre des états généraux dont on va reparler. Alors le 3e outil, et alors où on en est sur ces débats, où il y a plus de 120 débats, hein, on est à peu près à moitié du parcours. Hein. Ici, c'est plutôt la fin sur la région Franche-Comté, mais sur d'autres régions, il démarre. Tout ça doit se terminer pour fin avril, début mai. Chaque débat fait l'objet d'une retranscription, d'un mot de synthèse de la part des animateurs de ces débats, et remonte ensuite pour être recasé, et je vous expliquerai comment, au niveau du CCNE, pour essayer de construire quelque chose de cohérent sur ce qu'on a entendu. Le 3e outil, ce sont les auditions. Le CCNE s'est lancé dans une série d'auditions, à la fois du milieu associatif, au sens très large du terme, association de patients, association de lobbying pour telle ou telle pratique, ou contre telle ou telle pratique. Aussi une audition des sociétés savantes, des chercheurs, des médecins qui attendaient ça, qui arrivent en faisant une série de propositions. Et c'est extrêmement instructif, cet aspect d'audition. Et puis, bien sûr, une audition des grands courants de pensée, en particulier des courants de pensée religieux, bien sûr, que nous entendons, quelle est leur position sur tel ou tel type de sujet. Et puis, une audition, pas des politiques, parce que ce n'est pas le moment des politiques, même si vous voyez que les politiques s'invitent au débat, et vous avez vu la prise de position d'un certain nombre de députés sur la... Mais à mes yeux, ce n'est pas le cas. Et donc, par contre, il y a une série de grandes instances, comme par exemple le défenseur des droits, ou aussi, par exemple, le comité économique et social, donc qui demandent à être entendus, de grandes agences sanitaires qui demandent à être entendus pour formuler un certain nombre de propositions et de questions qui se posent avec la loi de bioéthique. Enfin, le dernier outil est un outil un peu particulier qu'on a créé à l'occasion de ces états généraux, c'est un comité citoyen. Ce comité citoyen a été sélectionné par une compagnie qui s'occupe de type Ipsos, hein, qui a l'habitude de sélectionner à partir de bases de données qu'ils ont, et qui arrive à finalement, le comité citoyen des états généraux comprend 22 personnes. 11 femmes, 11 hommes. Répartition d'âge, jeunes, plus âgés. Province, Paris. 2 personnes d'origine plutôt antillaise, donc représentative aussi de l'outre-mer. Et finalement, moi j'avais un doute quand même de comment 22 personnes peuvent-elles représenter la population française. J'ai pas vraiment l'idée n'est pas qu'elle soit représentative, l'idée qu'elle soit un échantillon qui a été tiré au sort et qui permet d'avoir, je dirais, un échantillon de personnes complètement naïves dans le domaine de l'éthique et à qui on va former et qui vont ensuite avoir les fonctions et le rôle que je vais vous indiquer. Alors, j'avais un doute, mais à la fois j'avais un doute et j'avais pas de doute, parce que moi, une de mes plus belles expériences que j'ai eues, en dehors des expériences médicales, mais dans la vie, c'est que j'ai été tiré au sort une fois pour un jury d'assises. Et en étant tiré au sort pour un jury d'assises, on est arrivé, on ne se connaissait pas. Et vous savez, on est tiré pour un jury d'assises, c'est compliqué hein, pour un médecin quand on est soi-même très très pris, parce qu'on vous annonce que vous allez être tiré au sort pour 2 parties de jury d'assises, 2 fois 15 jours, même si ça peut durer que 10 jours, vous imaginez, quand on a ses consultes, quand on a un labo à faire tourner, enfin c'est vraiment le drame absolu. J'ai essayé
j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas être tiré, pour être récusé, je n'ai pas réussi. Hein. Et c'est la plus belle expérience de ma vie, avec évidemment les états généraux de la bioéthique. Et pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de groupe qui se construit. Il y a des surprises extraordinaires sur les personnalités qui surviennent pour des décisions qui sont évidemment difficiles. Là, le jury citoyen n'est pas dans le même type de process. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez équivalent, et parce que je l'ai vu. Nous avons réuni ce jury citoyen il y a maintenant un mois, et la première partie dépendait du CCNE, puisqu'il a fallu leur expliquer tout ce que je suis en train de vous raconter, à quoi ils allaient, quel était leur objectif, quelle était leur mission, si je peux dire. Et il a fallu les former sur les grands enjeux, les grandes thématiques du périmètre des États généraux. Et on les a pris un samedi matin, ils ne se connaissaient pas, ils sont partis le dimanche soir à 18h à Paris, il y avait des tas de provinciaux, ils s'appelaient par leur prénom, et ils se posaient des tas de questions, et ils en redemandaient. Ils nous ont redemandé un week-end supplémentaire pour avoir des informations supplémentaires. Alors, quelle est la mission de ce comité citoyen? C'est d'avoir un regard critique sur l'ensemble du processus. Et de dire au CCNE, là vous êtes à côté de vos ponts, vos débats ne s'accumulent pas, le site web il ne marche pas, les auditions, il y a telle association qui a demandé d'être auditée, et puis il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est avoir ce type de contrôle un peu, si je puis dire. Et puis, ils ont souhaité également s'emparer, parce que ce rôle de contrôle est bien, il nous intéresse évidemment nous, et pour eux, je comprends qu'ils avaient envie d'être plus proactifs, et ils ont choisi, de leur fait, de s'emparer de deux sujets pour les approfondir un peu plus, et ils ont choisi finalement deux sujets, l'un autour de la fin de vie, et l'autre, beaucoup plus technique, autour de la génomique en population générale. Les nouvelles techniques de génomique en population générale, après avoir beaucoup hésité d'ailleurs, s'ils se lançaient sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, sur des personnes qui ne sont pas du tout spécialistes, et qui probablement n'étaient jamais venues, pour la majorité d'entre elles, dans un espace éthique. Donc c'est assez intéressant de voir ce processus, une fois de plus, qui est un des éléments de cette construction d'une démocratie sanitaire, de comment ça se construit. Donc voilà, c'est un enjeu évidemment très important, et alors on les réunit la prochaine fois, pas nous, c'est fini, le rôle est terminé. C'est maintenant, ils sont pris en charge par la compagnie, si je peux dire, qui les gère, et ils vont rentrer dans quelque chose qui sera où ils vont avoir des visions différentes autour de la fin de vie, ils vont se faire une idée, avoir une série de documents, avoir une série d'informations, et eux-mêmes réfléchiront autour de ça, et ils feront probablement une série de propositions, même chose pour la génomique en population générale. Ce type de comité citoyen, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc on est en train d'expérimenter aussi, je dirais, l'approche de ce type. Bien sûr, il y a des comités citoyens, enfin, des choses un peu proches avaient été faites dans des jurys citoyens, mais qui sont des processus beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes, et qui surtout n'avaient pas ce rôle critique qu'on leur donne, et ce rôle d'observateur et de dire attention, il y a un signal d'alerte, ce que vous êtes en train de monter ne colle pas bien. Donc voilà les différents outils. Puis bien sûr, on a un dernier outil qui est l'outil, je dirais, habituel du Comité consultatif national d'éthique. C'est la relation avec le milieu médical et scientifique, que nous avons bien sûr par les auditions, mais sur lequel nous avons nous-mêmes. Moi-même, je suis vraiment issu de ce milieu-là complètement. J'ai dirigé une unité de recherche INSERM, où nous avons, à partir des réseaux de chercheurs et des grandes institutions de recherche, fait réfléchir les différents comités d'éthique institutionnels, de l'INSERM, du CEA, de l'Institut de recherche et développement, de l'Institut Pasteur, enfin de tous les grands organismes de recherche français, sur les questions qui paraissaient prioritaires ou essentielles pour le milieu scientifique. Donc voilà les différents outils. Alors avec tout ça, eh bien on va ramasser tout ça entre la fin avril et la fin mai pour faire un rapport de synthèse. Le CCNE dans une position très neutre d'observateur, de créateur entre guillemets de l'outil, et faire remonter, et probablement avec
avec deux grandes parties. Une première grande partie qui va être par grandes thématiques, et on va revenir sur les thématiques, c'est-à-dire sur la génomique, sur les neurosciences, sur la procréation, sur la fin de vie. Voilà ce qu'on a entendu, voilà ce qu'on a entendu dans les débats, voilà ce qu'on a entendu au milieu associatif. Quelles idées on a un peu perçues, parce qu'il y a des choses qui commencent à sortir, et puis on rendra ce rapport, et puis ensuite aussi un regard un peu critique. Qu'est-ce qui a marché à nos yeux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les débats ont marché? Parce qu'il faut qu'on tire des leçons, je dirais, pour... voilà, finalement, on est dans quelque chose de tellement innovant en termes de construction qu'il faut que ça puisse servir également, non seulement pour la prochaine révision, mais même, je dirais, pour d'autres visions et d'autres constructions qui pourraient se faire dans le domaine de la santé, de construction, une fois de plus, de ce qu'on appelle... L'expression n'est pas acceptée par tout le monde, mais un exercice un peu d'intelligence collective, de construction ensemble, en tout cas. Alors, ça, on rendra donc tout ça, et puis, voilà, ça sera ensuite livré, je dirais, à la fois à l'office parlementaire qui doit donner un certain nombre de propositions, et puis au gouvernement, et ça va lui servir de base, entre guillemets, pour la construction de la loi. Dans la foulée, mais un peu décalé, le Comité national d'éthique va prendre des positions. Il va garder, alors, il quittera ce rôle neutre d'organisation des États généraux. Il dira lui-même ce qu'il pense, c'est-à-dire, après avoir écouté les États généraux, après avoir construit sur un certain nombre de sujets, eh bien, on dira ce qu'on pense comme étant des priorités qui doivent être inscrites dans la loi, ou au contraire, des choses qui nous paraissent moins importantes, et en gardant également aussi, et on insistera beaucoup, sur quelque chose de plus transversal, on va en reparler tout à l'heure, sur la notion de grande valeur éthique, qui, quelle que soit, je dirais, la thématique sur laquelle on va discuter, autour d'un certain nombre de très grandes valeurs, qu'on va reprendre tout à l'heure dans la discussion, et qui sont le fondement même de notre construction et de réflexion autour de la l'éthique. Tout ça sera livré. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'abord, j'entends parfois, même assez souvent, de toute façon, tout ça, blablabla, tout est déjà fait, et le gouvernement, c'est ce qu'il veut faire. Donc, ceux qui pensent ça, bon, ouais, si vous le pensez, vous le pensez. Moi, je pense que vous avez tort. C'est-à-dire que je suis quand même à un moment, un nœud un peu clé de tout ça, et je vois comment, sur des sujets aussi difficiles, les politiques, ils savent pas. Ils savent qu'ils ont envie de rénover la SNCF, là c'est clair. On sait tous qu'ils ont envie de rénover la SNCF. Sur les aspects de bioéthique, on a eu un dîner avec le président de la République, on était tous les deux sur la fin de vie. Je public, c'était officiel, c'était sur le site web télévisé. Il y avait une quinzaine de personnes qui ont exprimé des opinions différentes. Le président, il écoutait. Il a, je pense, pas d'opinion totalement faite. S'il faut aller plus loin que la loi Claes-Leonetti, et s'il faut avancer vers des choses de type suicide assisté ou pas. Et je pense que c'est absolument pas clair dans sa tête en ce moment. Je pense que sur des sujets comme l'intelligence artificielle, qui sont des enjeux majeurs en médecine et en santé, bien sûr en dehors de la santé, sur les grandes bases de données, je pense que, voilà, quel type de gouvernance on met, qu'est-ce que veut dire un consentement éclairé autour de ça, je pense que son opinion n'est pas faite. Vous voyez, puis je pourrais vous citer une série de grands exemples. Après, dire qu'il n'y a pas déjà de la réflexion, bien sûr, qui se fait, et en particulier des services de l'État, et qui ne vont pas attendre uniquement le 1er juillet pour démarrer, ils ont déjà commencé à réfléchir. Bien sûr, la réponse est oui. Mais sur les grandes décisions, sur un certain nombre de grands sujets sur lesquels on va revenir, moi je pense que voilà, c'est ouvert, et plus on aura un état général de la bioéthique fort, ayant une expression, je dirais, sociétale importante, plus on sera fort, y compris au niveau du Comité national d'éthique, pour pouvoir exprimer ce qui a été entendu, et pour pouvoir imprimer, entre guillemets, les priorités dans la loi. Alors, le deuxième élément, c'est est-ce que tout ce qui aura été débattu va être retenu dans la loi? La réponse est non. Non. Il y aura évidemment un effet entonnoir. Et il y a beaucoup de choses qui vont être débattues, qui vont être très intéressantes,
et donc tout ne sera pas retenu dans la loi. Alors quel va être le périmètre de cette loi? Ça, je ne le sais pas. J'en sais absolument pas, et je pense que là, c'est ouvert aussi. Ça peut être soit une loi de type plutôt, alors je parle dans une maison de juristes en plus, de type 2009-2011, c'est-à-dire finalement une série de points importants, très techniques, très juristes, qui, par exemple, sur la transplantation, sur jusqu'où peut-on travailler sur l'embryon, enfin des choses très fondamentales quand même, hein, qui touchent à des choses extrêmement fortes et qu'on soulèvera tout à l'heure. Mais, je dirais, une série de points techniques. Ou bien, au contraire, ça peut être une loi qui est un log au-dessus, avec une vraie vision, parce que la France a une vraie visibilité dans le domaine de la bioéthique, et qui, sur des sujets très très complexes, hein, alors même que, voilà, qui porte finalement la bioéthique au niveau mondial, c'est compliqué, hein, vous voyez bien qu'on a des positions déjà très différentes en Europe sur des sujets très fondamentaux, par exemple entre France, Espagne, Suisse, Belgique, il n'y a pas de consensus, hein, on voit bien que c'est compliqué. Mais pour vous indiquer, par exemple, il existait un comité consultatif d'éthique aux États-Unis qui avait été créé avant Obama, mais beaucoup mis en exergue par le président Obama, qui était un comité pas indépendant, directement au conseil du président. Eh bien, le président actuel a convoqué mon collègue américain en lui disant « Je ne dissous pas le comité, mais je vous préviens, je ne vous réunirai pas durant tout mon mandat. » Donc vous voyez que sur des démocraties importantes, bon, c'est un passage entre mais pour l'histoire des US, mais vous voyez que les grandes questions de bioéthique sont évidemment liées à des aspects politiques, mais vous voyez que c'est fragile. C'est-à-dire qu'il y a un bien précieux qui est à défendre, que nous avons à défendre en France, et avec une vision probablement française et même francophone qui pourrait être portée à l'occasion de cette loi. Il n'est pas question d'aller donner des leçons aux autres, hein, et on voit bien, et on le verra tout à l'heure sur les aspects de génétique, comment la Chine n'a peu de contraintes autour de certains grands aspects éthiques, et comment il est important que la France garde une position forte et garde des signaux d'alerte sur un certain nombre de sujets difficiles. Alors après tous ces aspects un peu techniques, hein, c'est pas ce que vous attendez plus du débat, et moi aussi, juste pour vous dire quel est le périmètre finalement, quels sont les enjeux et de quoi parlons-nous, hein. Alors le périmètre, il est sur 9 grands thèmes, il est à la fois sur 7 grands thèmes, je dirais, issus de la science, les avancées scientifiques, et puis 2 thèmes sociétaux. Alors 2 thèmes sociétaux dont on parle beaucoup, dont les journalistes parlent beaucoup, malgré tous les efforts qu'on peut faire, sont autour de, finalement, les aspects sociétaux de la procréation, de la PMA, de la GPA, et puis ils sont autour de la fin de vie. D'ailleurs, il y a des choses extrêmement différentes hein, qui se situent, y compris au niveau législatif, à des choses très très différentes. Et puis, on a une série de thèmes qui sont plutôt issus voilà, de ce qui s'est passé au niveau de la science au cours des dernières années, et qui posent un certain nombre de questions, pas seulement éthiques d'ailleurs, mais aussi de faisabilité scientifique, et de comment on passe de la découverte scientifique à l'innovation, et ensuite à son application sur le vivant. Et c'est là où, en effet, peut se poser à certains moments une série de grandes questions éthiques. Alors, sur les sujets, on a un premier sujet qui est autour de l'embryon, des cellules souches, et des nouvelles techniques de procréation, avec une série de questions qui sont, par exemple, qui sont portées par les chercheurs et sur lesquelles la société a un vrai regard à avoir. Quel est le statut de l'embryon, finalement, hein, et jusqu'où peut-on, pour des raisons scientifiques, parce que c'est important aussi d'avancer, il y a des cellules souches embryonnaires qui, à partir de cellules souches embryonnaires et de la connaissance des cellules souches embryonnaires, c'est un des nouveaux traitements de demain, hein, pour un certain nombre de pathologies très très lourdes en médecine. Bon. Donc pour mieux connaître, il faut pouvoir travailler sur l'embryon. Travailler sur l'embryon, c'est travailler sur l'embryon.
Et allons plus loin, sur l'embryon permet éventuellement de comprendre ce qui se passe sur finalement la construction même de comment se construit un embryon. Donc pour ça, il faut pouvoir travailler. Par exemple, en France, on a le droit de travailler jusqu'à J7. Aux États-Unis, ils peuvent travailler jusqu'à J14, un embryon, pas pour le réinjecter. Hein. On est là dans des questions de recherche, uniquement. Et puis de travailler avec des embryons qui sont fabriqués, entre guillemets, uniquement à visée recherche. Et puis il y a des associations, peut-être présentes dans la salle d'ailleurs, qui disent il ne faut surtout pas faire ça, l'embryon est déjà un être humain, et les scientifiques qui demandent à travailler là-dessus sont des apprentis sorciers, il ne faut surtout pas travailler là-dessus. Et inversement, les scientifiques disent oui, mais si nous ne pouvons pas travailler là-dessus, on peut travailler dans d'autres pays là-dessus, et puis on ne pourra pas finalement avancer sur les aspects de la connaissance des cellules souches embryonnaires qui sont un nouveaux outils thérapeutiques pour la médecine de demain, médecine de remplacement, médecine du traitement du cancer, etc. Vous voyez le type de débat qui peut se poser. Deuxième grand sujet autour de la génomique. Et alors il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits dans le domaine de la génomique. Par exemple, vous avez tous entendu parler du séquençage du génome humain. Le premier séquençage du génome humain a été réalisé dans les années 2002-2003. C'était un bâtiment de 15 étages, 300 chercheurs, et un séquençage de génome qui était fait. Il a fallu, en gros, 14 mois pour le faire. Et puis maintenant, c'est un temps de technicien pour une après-midi où il met sa machine en route en fin d'après-midi. Il a le résultat le lendemain quand il revient le lendemain matin, et il a un séquençage de génome humain, pas complet, mais qui porte sur les zones intéressantes, entre guillemets, et qui se fait pour à peu près autour en ce moment de $2000, mais qui va tomber très vite, plutôt autour de $500 ou 500 €. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter actuellement et avoir un séquençage de génome humain sur Internet. On ne peut pas l'avoir en France, il faut une prescription médicale, il faut une visée avec un choix médical qui est fait, mais disons qu'il y a des technologies qui permettent de le faire. Donc c'est ça la révolution technologique. Hein. Et quand on a une révolution technologique de ce type, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que c'est la révolution technologique qui prime? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on dit à un moment donné, non, la science avance, mais à un moment donné, il faut lui donner une limite. En tout cas, essayer de contourner la limite, enfin de fixer un certain nombre de règles pour son utilisation. Et c'est là où les problèmes de bioéthique commencent à se poser. Et par exemple, sur le séquençage à haut débit, eh bien, on se trouve pas dans un pays comme la France, et c'est un des risques pour la France, mais ça existe aux États-Unis, ça existe en Israël en particulier aussi, où vous avez beaucoup de gens qui sans aucune indication médicale, de façon à mieux connaître, entre guillemets, quel est leur génome, et éventuellement, quand ils ont à choisir leur futur conjoint, à connaître aussi le génome du futur conjoint, de façon à éviter éventuellement un gène rare qui serait partagé et qui pourrait être susceptible de provoquer une maladie, eh bien, qui font ce qu'on appelle du séquençage préconceptionnel et à viser donc d'éviter éventuellement la rencontre de gènes qui pourraient être en partie responsables d'une pathologie. C'est absolument interdit. Absolument. Toute indication de génotypage en France doit passer par une indication médicale, sauf que maintenant on peut l'avoir sur Internet. Sauf que finalement 500 € c'est à la fois beaucoup bien sûr, mais c'est pas non plus considérable. Sauf que les gens qui demandent sur Internet arrivent avec un résultat qui sont évidemment totalement incapables de comprendre, et donc vont à ce moment-là, dans une consultation de consultation génétique dans un hôpital, qui voit arriver en ce moment une série de choses qu'ils n'ont jamais demandé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut continuer à bloquer complètement le modèle? Ou est-ce qu'on le libère pour mieux l'accompagner? Deuxième grand type de question, par exemple. Sur les génomiques, autre exemple, vous avez beaucoup entendu parler probablement de ces nouvelles techniques de ce qu'on appelle les ciseaux génétiques, qui permettent d'aller couper des petits bouts de gènes, d'exciser des petits bouts de gènes.
Et après l'avoir excisé, on n'est pas totalement certain, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes de ces nouvelles techniques, que le génome n'est pas trop perturbé. Mais on ne sait pas, oui, on ne sait pas. Et ça fait l'objet d'expérimentation chez les humains. Alors, si on rêve un peu, mais c'est du rêve des 12 prochains mois, pour les scientifiques. C'est là. Vous avez une famille dans laquelle il y a une maladie grave, où il y a plusieurs enfants qui sont décédés très jeunes de cette maladie grave. Le gène est connu. Est-ce que, si on fait une fécondation in vitro pour un prochain enfant, et qu'ensuite on sélectionne l'embryon qui a une perturbation du gène, qu'on va exciser ce gène, qu'on le réinjecte, c'est quoi? C'est les nouveaux outils thérapeutiques, c'est les nouveaux médicaments de demain. Dans une certaine mesure, cette famille, si on peut éviter qu'il y ait une transmission de ce gène, c'est bien les avancées de la médecine, d'un certain côté. Et d'autre part, c'est le début de l'eugénisme. C'est le début de l'eugénisme. C'est la porte ouverte sur ça. Et donc, voilà, comment on fait à partir de là? Alors, je vous rassure, sur CRISPR-Cas9, qui a d'ailleurs été découverte en partie par une Française. C'est un groupe de droit, c'est une Française qui aura un jour un prix Nobel. On fantasme beaucoup, on n'en est pas là. Sauf que quand même, en Chine, ils viennent de décider de lancer 2 essais cliniques de faisabilité, de modification du génome au sein des gamètes, c'est-à-dire on n'est plus dans les cellules somatiques, on est bien dans les cellules qui nous transmettent, entre guillemets, et de réinjecter les embryons qui ont été modifiés par CRISPR-Cas9 pour voir comment ça se passait. Et il y a 2 petits essais qui démarrent en Chine. C'est-à-dire, si ça démarre en Chine, vous voyez comment on se situe. Et comment se situe une communauté scientifique, mais aussi une communauté sociétale, qui peut dire, mais oh, attention, et on ne peut absolument pas en France faire ça, je vous rassure, hein. Et on ne peut pas à la fois au niveau français, on ne peut pas au niveau européen, il y a la convention de Oviedo, il y a des choses très très dures et très très solides. Et voilà des questions qui vont se poser. Alors après, bon, je suis resté sur ces quelques exemples, pour aller beaucoup plus vite et lancer le débat. Après, on a abordé quand même, et on a mis dans le périmètre des États généraux 2 nouveaux sujets, et Régis l'évoquait tout à l'heure, qui n'étaient pas jusqu'à maintenant à l'agenda de la bioéthique. Un premier sur l'intelligence artificielle et les bases de données, et la robotique. Hein, toute cette, qui dépasse très largement le domaine de la santé, hein, c'est dans notre quotidien, mais où la santé est quand même un des éléments très très importants. Et le CCNE d'ailleurs s'est emparé de cette question, considérant que c'était un vrai nouveau sujet qui correspondait finalement à l'explosion qu'avait représentée la nouvelle génétique il y a 20 ans. Et j'en suis moi totalement persuadé. Alors, bon, ça ne vous parle pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des très grandes bases de données qui existent, qui sont constituées, que vous avez quand vous passez chez le médecin, à la CNAM, et que vous avez quand vous passez à votre banque, toute cette série-là, et sur lesquelles ensuite on peut faire de la correspondance sans que vous soyez, et faire des corrélations, sans que vous soyez forcément au courant de ce qu'on va faire avec les informations que vous avez données. Ce qui pose d'ailleurs le problème du consentement et de la valeur du consentement éclairé. Et ces grandes bases de données existent, elles peuvent être l'objet de questions de recherche intéressantes, par exemple, hein, pour vous montrer la puissance de ce que ça peut représenter, 2 exemples, un exemple positif, un exemple négatif, pour ne pas rester dans le trop théorique. Un exemple positif. Vous avez tous entendu parler du scandale, entre guillemets, du médiateur. Tous. Hein. Cette molécule, bon, utilisée à tort, et déclenchant ce qu'on appelle cette maladie très particulière, soit une atteinte des valves cardiaques, soit une hypertension artérielle pulmonaire.
Et il y avait eu un certain nombre de signaux d'alerte qui avaient existé autour de ce médicament. Et puis qui n'ont pas été pris en compte suffisamment. Et il y a des chercheurs qui, à partir de ces très grandes bases de données de la Caisse nationale d'assurance maladie, ont repris les données de la Caisse nationale d'assurance maladie des années 2005-2010 et se sont posé la question en disant si on avait regardé les signaux, est-ce qu'on aurait pu, à partir de ces très grandes bases de données, donner un signal fort pour dire attention, plus, le médiateur est un médicament toxique. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que on est dans un domaine, vous en avez tous conscience, où en médecine, on a des molécules de plus en plus efficaces, des médicaments de plus en plus puissants, et ils sont aussi avec une toxicité qui est de plus en plus grande. Et notre problème est de savoir quels signaux nous pouvons récupérer en termes de toxicité. Et bien ces grandes bases de données permettent d'expérimenter ce genre de choses. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Quelque chose de négatif. Qui va rejoindre un autre point de la discussion. En France, le don de gamètes, le don d'ovocytes, est gratuit, des grands principes intangibles, gratuit et anonyme. Gratuit et anonyme. C'est le fondement même des sécos. Certains d'entre vous ont peut-être donné du sperme, donné des ovocytes, je n'en sais rien. Mais vous l'avez donné, je dirais, de façon gratuite et anonyme. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes issues de ces dons gratuits et anonymes qui réclament un retour, finalement, une connaissance de leurs origines. C'est une vraie question. Bon, après, pour, contre, on ne va pas parler ce soir, mais voilà. Le modèle était ainsi fait que le modèle était gratuit et anonyme. Avec les grandes bases de données qui existent, quand on les associe, ces grandes bases de données sociétales sur un certain nombre de renseignements sur l'individu, quand on les associe à une base de données génétique, et il y a des bases de données majeures qui existent, en particulier chez les Mormons à Salt Lake City, mais qui sont accessibles, je dirais, quand on a une certaine forme de compétence, et qu'il y a des petites bibliothèques qui sont en train de devenir spécialistes de ça, donc c'est à nos portes. Eh bien, on arrive à lever finalement et à trouver le lien et à lever le problème de l'anonymat. Et ça vient d'être fait en France à partir de 2 ou 3 personnes, et ça existe, le même modèle vient d'être réalisé en Allemagne il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'un grand principe, le don anonyme et gratuit, sur lequel on s'est construit tous, est en train d'être possiblement remis en cause, pas au niveau éthique, mais au niveau technologique. L'innovation technologique fait qu'on pourra toujours dire que c'est parfaitement bien de rester dans un don anonyme et gratuit, sauf que peut-être l'anonymat ne sera impossible à maintenir compte tenu de l'apparition de ces grandes bases de données. Donc c'est pour vous situer les enjeux tels qu'on peut les avoir. Alors dernier point enfin, on a mis aussi à l'agenda santé et environnement, qui est quelque chose qui peut interpeller. On peut dire c'est un effet mode parce qu'on parle d'environnement en ce moment. Non, la réponse est non. C'est plus important que ça. C'est parce que santé et environnement, c'est d'une part que l'environnement peut modifier, entraîner un certain nombre de pathologies, le réchauffement climatique, des maladies infectieuses qui avant ne survenaient pas à tel endroit, l'apparition du paludisme dans la région nord, etc. Bon, c'est à quoi on pense en général. Il y a des choses beaucoup plus complexes. L'environnement, c'est aussi la pollution. C'est la relation, par exemple, entre tout le monde est frappé par le fait de la survenue d'allergies chez l'enfant beaucoup plus importante, d'asthme chez l'enfant beaucoup plus importante que par avant. Et c'est très lié finalement à des phénomènes environnementaux. Et donc une action sur l'environnement peut ensuite avoir une action sur la santé. Et puis inversement, santé et environnement, c'est aussi prendre conscience que l'homme n'est pas seul, même s'il est dominant depuis des millénaires. Vous êtes tous, et moi le premier aussi finalement, à
assez persuadé qu'on est quand même les meilleurs dans ce monde, qu'on est les plus évolués. Sauf que, on est peut-être les plus évolués, mais on est issus d'une évolution. Et que si on touche à cette évolution, et à un certain moment, si on y touche trop, eh bien, il y a un certain nombre de conséquences qui peuvent se poser. C'est-à-dire que notre propre rôle est aussi de tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons, et du capital très précieux que représente tel et tel environnement. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis à l'agenda, même si on pense, ça fait l'objet d'un certain nombre de discussions, en particulier, vous imaginez, sur les toxiques qui peuvent être faits, on a des débats qui vont avoir lieu en Outre-mer là-dessus, sur un certain nombre de sujets qui sont difficiles, avec ça, même si on pense que ce n'est pas une des priorités de la loi, entre guillemets, mais c'était pour commencer à ce que rentre dans le débat citoyen ces aspects autour de relations santé-environnement. Et enfin, bien sûr, pour ne pas l'oublier, on a bien sûr des choses autour de la transplantation, des neurosciences, mais je m'arrête là parce que j'ai été déjà très long. Voilà tout le panorama. Et donc tout ça, finalement, est ouvert à la discussion, et donc à la discussion ce soir, sur un certain nombre de ces sujets. Et c'est une discussion qui se veut constructive, qui se veut... Chacun a le droit d'avoir toutes les opinions, hein, et elles peuvent s'exprimer sans souci ce soir pour répondre. Mais c'est pas seulement avoir une opinion pour dire voilà, on pense ça, etc. Bon, c'est ça pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel motif qui vous a amené finalement à avoir tel type de pensée? Parce que quand on commence à exprimer finalement une idée et qu'on l'explicite, et qu'on l'explique, qu'on tente de l'expliquer devant un public, eh bien voilà, ça veut dire qu'on est déjà dans une idée qui permet de construire, pas forcément pour arriver au consensus, mais qui permet de mieux arriver finalement à construire ce débat citoyen. Donc voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup, j'ai été un peu long, et puis maintenant avec Régis, on va répondre à toutes vos questions, et revenir peut-être aussi avec Régis sur les grandes valeurs, hein, sur lesquelles j'ai évoqué un tout petit peu, mais sur lesquelles je suis passé rapidement, parce que j'ai parlé de la construction même, et qui sont le sens même aussi de notre réflexion éthique du CCLJ. Voilà.